À la une de cette édition du journal, le gouvernement a dépêché au Burundi une délégation composée de ministres essentiellement pour assister les réfugiés congolais et ont fui l'avancée de l'AFC M23. C'est plus de 100 000 personnes qui se trouvent au Burundi d'après le HCR en attente d'une assistance humanitaire et sanitaire. Le point sur la situation de ces réfugiés et déplacés des guerres dans ce journal. Et en politique, Kinshasa insiste, un dialogue politique est en vue. Il aura lieu cependant dans la capitale congolaise, absolument. L'Angola jouera essentiellement un rôle de facilitateur. Quels en seront les enjeux? On en parle également dans ce journal avec Jean-David Kilolo en commentaire. L'actualité au Venezuela, une délégation américaine s'est rendue à Caracas dans le but de rétablir les liens diplomatiques entre les deux pays, alors qu'aux États-Unis, Donald Trump tente de convaincre certaines des plus grandes compagnies pétrolières du monde d'investir au Venezuela. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, Madame, Monsieur. Face aux tensions politiques persistantes et aux défis de gouvernance, le dialogue inclusif s'impose comme une voie incontournable pour restaurer la confiance entre les acteurs politiques en RDC, entre enjeux de stabilité nationale et nécessité de décrispation de l'espace politique. Ce processus apparaît comme un levier majeur pour consolider la démocratie et préserver la cohésion nationale, comme nous l'est dit dans ce dossier de la rédaction Jean-David Kilolo. Après 2 jours de visites intensives réparties sur une période de 4 jours en Angola, le processus du dialogue inclusif en République démocratique du Congo semble entrer dans une phase décisive. Les échanges de haut niveau entre le président Félix Tshisekedi et son homologue angolais João Lourenço, médiateur désigné dans la crise congolaise, traduisent une volonté commune de faire avancer une solution politique durable fondée sur la concertation et l'apaisement. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des efforts diplomatiques régionaux visant à restaurer la stabilité politique et sécuritaire de la RDC en proie à des tensions internes persistantes et à une situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. L'Angola, en sa qualité de pays facilitateur, joue un rôle central dans le rapprochement des positions et la relance d'un dialogue inclusif entre les différentes forces politiques et sociales congolaises. Selon des sources proches des discussions, ces échanges ont permis de préciser les contours des futurs dialogues inclusifs, tant sur sa méthodologie que sur les garanties nécessaires à la participation de toutes les parties prenantes. L'accent a été mis sur la nécessité d'un processus crédible, inclusif et transparent, capable de répondre aux attentes des acteurs politiques, de la société civile, de la population congolaise dans son ensemble. La médiation de João Lourenço vise notamment à favoriser la décrispation de l'espace politique congolais, condition essentielle à la réussite de ces dialogues. Des mesures d'apaisement et de confiance mutuelle figurent parmi les préalables évoqués, afin de créer un climat propice à des échanges francs et constructifs. Le choix de l'Angola comme médiateur n'est pas anodin. Pays influent de la région et partenaire stratégique de la RDC, Luanda s'impose comme un acteur crédible dans la recherche d'une solution politique concrète. João Lourenço, fort de son expérience diplomatique, s'emploie à rapprocher les points de vue et à accompagner les autorités congolaises dans ces processus sensibles. Cette implication angolaise témoigne également de l'engagement de la région à prévenir toute escalade politique et institutionnelle en RDC, pays pivot de l'Afrique centrale et australe. À l'issue de ces visites, le dialogue inclusif apparaît désormais comme une option sérieuse et structurée pour sortir de l'impasse politique. S'il reste encore des étapes à franchir, les signaux envoyés par cette diplomatie active laissent entrevoir une volonté politique réelle d'aboutir à un consensus national. Pour de nombreux observateurs, ces consultations à Luanda pourrait marquer un tournant décisif vers une décrispation durable de l'espace politique congolais et l'ouverture d'une nouvelle ère de concertation indispensable à la stabilité et à la cohésion nationale. Et ça y est, une assistance humanitaire en faveur des Congolais réfugiés au Burundi est enfin possible après plusieurs promesses de Kinshasa. Une délégation gouvernementale a rencontré les autorités burundaises et celles du HCR. Ils sont près de 200 000 Congolais à avoir fui l'avancée de l'AFC M23. Le point dans ce commentaire de Jenny Kayembe.
Au 6 décembre 2025, ils étaient estimés à près de 100 000 nouveaux arrivants, principalement des Congolais fuyant les violences, avec quelques rapatriés burundais mêlés aux afflux. Selon les HCR, plus de 200 000 réfugiés et demandeurs d'asile congolais s'y trouvent actuellement au Burundi. La majorité de nouveaux arrivants sont des femmes et des enfants. Parmi les besoins humanitaires auxquels ils font face figurent la pénurie d'eau potable, l'insalubrité et un risque élevé des maladies, notamment le choléra, déjà signalé avec plusieurs dizaines de décès rapportés récemment. L'UNICEF et les HCR ont également alerté sur la malnutrition aiguë, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes. Face à l'urgence, le HCR indique avoir besoin de plus de 33 millions de dollars américains pour organiser la riposte et assurer la prise en charge des déplacés, notamment à travers la construction d'abris, l'alimentation et l'accès à l'eau potable. Dans sa communication, la ministre F. Bazaïba, chef de la délégation congolaise, a rassuré quant à l'accompagnement du gouvernement congolais. Elle a en outre insisté sur l'enregistrement de tous les déplacés afin d'éviter les erreurs du passé, les infiltrations et d'éventuels massacres dans les camps, comme ce fut le cas du camp des déplacés des Katumba. Concernant l'identification des réfugiés congolais, le gouvernement insiste sur un processus rigoureux qui ne devra donner lieu à aucune infiltration. La délégation du gouvernement congolais est composée notamment de la ministre d'État aux Affaires sociales, F. Bazaïba, et de Crispin Badou, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la francophonie et de la diaspora congolaise. À Kinshasa, ici, la journée mondiale des orphelins des guerres a été célébrée autour du thème « Agir pour les orphelins du monde, défis et solutions ». Une rencontre des sensibilisations et d'engagement marquée par la mobilisation de la Fondation Calixte Mounana et de l'ambassadrice de la paix Nathalie Aziza Mounana pour rappeler justement l'urgence de protéger et d'accompagner ces enfants victimes silencieuses des conflits armés. La clôture de la journée mondiale des orphelins des guerres a été célébrée à Kinshasa sous le thème « Agir pour les orphelins du monde, défis et solutions ». Une journée placée sous les signes de la sensibilisation et de l'engagement en faveur de ces enfants, premières victimes collatérales des conflits armés. À cette occasion, Nathalie Aziza Mounana, ambassadrice universelle de la paix, a partagé des moments de communion avec les orphelins des guerres ainsi qu'avec les étudiants de l'Université des Martyrs dans une atmosphère empreinte de solidarité, d'écoute et d'espoir. La cérémonie a été marquée par la projection des différentes réalisations de la Fondation Calixte Mounana, structure engagée depuis plus de 37 ans dans l'accompagnement des personnes vulnérables, en particulier les orphelins des guerres. Plusieurs interventions majeures ont ponctué la cérémonie, notamment les mots de solidarité du procureur général près les conseils d'État, le professeur Mukolo, ainsi que l'allocution du recteur de l'Université des Martyrs du Congo, le professeur Massandi. Tous deux soulignent la responsabilité collective de la nation face à la situation dramatique des orphelins de guerre. Une table ronde académique conduite par Monseigneur Pax André Marie Kito Massimango, professeur de l'Université des Martyrs du Congo, a rassemblé une cinquantaine d'éminents professeurs et experts venus notamment du Cameroun et des différents campus de l'Université des Martyrs du Congo à travers la RDC. Cette université, reconnue pour sa prise en charge gratuite des orphelins des guerres en RDC, était représentée entre autres par les généraux et professeur Alain Alissa, professeur Carlos Mupili Mukolo et d'autres experts du Cameroun. Les échanges ont porté sur les enjeux de protection, des prises en charge et d'avenir des enfants victimes des conflits armés. Intervenant à son tour, Nathalie Aziza Mounana a exprimé sa gratitude au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication personnelle et les efforts consentis en faveur des orphelins et des enfants vulnérables en République démocratique du Congo. En ce jour, nous saluons l'engagement et le leadership du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui place la protection et le bien-être de cette catégorie d'enfants vulnérables au cœur de ses priorités.
Une prière œcuménique a ensuite été élevée par les aumôniers catholiques, protestants, orthodoxes, kimbanguistes et les pasteurs du réveil en faveur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les retours durables de la paix dans l'est du pays et surtout de l'étendue du territoire national. Fidèle à son engagement en faveur de la paix et des plus démunis, Nathalie Aziza Mounana réaffirme sa détermination à poursuivre son combat pour la dignité, la protection et l'avenir des enfants victimes des conflits armés, sans jamais baisser la garde. En justice à présent, la peine de mort, c'est la sentence infligée à Abedi Salomou, un soldat de deuxième classe des FARDC, auteur du meurtre des adeptes de Bundu Dia Mayala en date du 4 janvier dans la commune de Ndjili. Le jugement a été rendu par le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Ndjili qui a retenu plusieurs chefs d'accusation contre l'inculpé, notamment dissipation de munitions de guerre. A participé justement ou a été témoin de cette audience le bourgmestre de Ndjili, Papi Mbumba Ngaliema. Après 2 audiences foraines en situation de flagrance, le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Ndjili vient de condamner à la peine capitale le soldat de deuxième classe Abedi Salomou. Son compagnon de deuxième classe, Dieu merci, Luende, a lui été acquitté par le tribunal. Abedi Salomou a été condamné à la peine de mort pour dissipation des munitions de guerre, coups et blessures volontaires et meurtre des adeptes de l'église Mbundu Dia Mayala. En effet, l'événement s'est produit le dimanche 4 janvier dernier à la place Sainte-Thérèse. Les adeptes de Mbundu Dia Mayala prenaient le transport pour rejoindre leur domicile lorsque le soldat de deuxième classe Abedi Salomou a ouvert le feu tirant à bout portant sur ses fidèles qui venaient de célébrer la fête des martyrs de l'indépendance au terrain municipal du quartier 3. L'audience en flagrance a été organisée au commissariat de police Tchangou en présence du bourgmestre de la commune d'Ndjili. Mbumba Ngaliema Papi s'est dit satisfait du déroulement du procès et de la sentence du tribunal. Cette décision que la justice vient de prendre, ça servira de l'exemple pour tant d'autres militaires et policiers qu'on a affectés pour la sécurisation des populations ainsi que de leurs biens. Donc cette décision, nous l'avons saluée à sa juste valeur et nous disons chapeau bas à la justice. Comme le veut le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit nous sommes dans un état de droit et les familles qui ont perdu le leur viennent aujourd'hui ici à Ndjili avoir leur état de droit suivant la décision que la justice vient de rendre à ce jour ici dans la commune d'Ndjili. Il y a lieu de signaler l'implication personnelle du bourgmestre de la commune d'Ndjili, Papi Mbumba Ngaliema, dans l'arrestation de ces malfrats. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba s'est rendue sur le chantier de la paroisse catholique Notre-Dame de la Paix Maria Police de Kolwezi. Le gouvernement provincial soutient pleinement ce projet qui vise à offrir un lieu de culte moderne et emblématique, il faut bien le souligner, aux côtés de l'évêque du diocèse de Kolwezi. La gouverneure de province a suivi de près l'avancée des travaux financés par le gouvernement lualabais. Elle symbolise toute une ville, la paroisse Notre-Dame de la Paix, Mariapolis, un édifice appelé à devenir à la fois un haut lieu de spiritualité, une référence architecturale majeure de la province du Lualaba. C'est dans ce cadre que le gouverneur de province a effectué une visite d'inspection sur le chantier de ce complexe paroissial d'envergure vendredi 9 janvier 2026. Soucieuse de s'imprégner personnellement de l'évolution des travaux, la chef de l'exécutif provincial était accompagnée de l'évêque du diocèse de Kolwezi, de plusieurs membres du gouvernement provincial, dont le ministre provincial des infrastructures Moïse Moukepe Kailou, ainsi que ses plus proches collaborateurs. Déjà imposante, la paroisse Mariapolis est érigée dans un délai remarquable et rappelle par la rapidité d'exécution des travaux la renaissance de grandes œuvres architecturales contemporaines à l'image de la construction de Notre-Dame de Paris. Elle est appelée à marquer durablement le paysage urbain de Kolwezi. Cette réalisation s'inscrit pleinement dans la dynamique de rayonnement et de modernisation impulsée
par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision place la spiritualité, la cohésion sociale et le développement des infrastructures au cœur de l'action publique. D'une capacité d'accueil de plus de 1000 personnes, ce complexe paroissial comprendra plusieurs bureaux destinés à l'évêque et aux prêtres, un rez-de-chaussée, un balcon, une salle d'attente, une dizaine de chambres ainsi qu'une chapelle. L'ensemble offrira aux fidèles un cadre moderne, fonctionnel et digne, propice à la prière et à la vie pastorale. À l'arrivée de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, les ouvriers sous le chantier lui ont réservé une ovation nourrie, exprimant leur reconnaissance et leur soutien aux nombreuses actions de développement qu'elle mène en faveur de la population lualabaise. Visiblement satisfaite de l'état d'avancement des travaux, Marie-Thérèse Masuka a encouragé les travailleurs, saluant leur professionnalisme, leur engagement et leur dévouement dans l'édification de ce temple. Leo tunakuya ekipi yote mzima kote ya église na kote ya gouvernement. Juu ya kwa kumipikia aksanti. Mungu amibariki sana. Mukontinue kuyenga kupita tena hapa. Et le gouvernement du Haut-Katanga plutôt continue d'appuyer les opérateurs évoluant dans le secteur de la santé. Voilà ce qui a justifié la présence de la ministre provinciale intérimaire de la Santé à l'inauguration d'un dépôt pharmaceutique de Chalina. Valérienne Mumba a félicité l'initiative justement de ces opérateurs économique qui traduit la résilience de l'entreprise pendant plus de 4 décennies dans cette partie du pays. C'est un autre dépôt pharmaceutique de Chalina Healthcare qui vient d'être inauguré ce 9 janvier 2026 par la ministre intérimaire de la Santé du Haut-Katanga, Valérienne Mumba Kiboko à Lubumbashi. Ce nouveau dépôt ayant pour objectif de fournir des produits pharmaceutiques et autres services à la population et sur l'avenue des usines, tronçon compris entre les avenues Sendoué et Kassai. Monsieur Girmen Singh, directeur des affaires de la région sud des RDC, a réaffirmé l'engagement de Chalina Healthcare, celui d'accompagner les efforts du gouvernement congolais en général et du Haut-Katanga en particulier pour l'amélioration du bien-être de la population. Valérienne Mumba Kiboko, ministre intérimaire de la Santé du Haut-Katanga, a dans son mot appelé Chalina Healthcare de continuer à opérer en pleine conformité avec les normes réglementaires de ce secteur et placer les patients au centre de sa mission. Je tiens à féliciter Chalina Healthcare pour son engagement de longue date envers notre pays, la République démocratique du Congo, avec plus de 40 ans de présence dans notre pays et 40 ans de confiance. Chalina a démontré résilience, responsabilité et partenariat pour l'amélioration des résultats en matière de santé publique. Cette nouvelle pharmacie reflète une vision partagée entre le secteur public et privé, garantir que chaque citoyen puisse accéder à des médicaments de qualité à des prix abordables, car la santé n'est pas un privilège, mais un droit fondamental pour tous. C'est pourquoi j'encourage la direction et le personnel de cette pharmacie à opérer en pleine conformité avec les normes réglementaires, à promouvoir l'utilisation rationnelle des médicaments et à toujours placer les patients au centre de leur mission. La ministre intérimaire de la Santé du Haut-Katanga a par la suite procédé à la coupure du ruban symbolique, cérémonie marquant l'ouverture officielle de ce dépôt pharmaceutique. Elle a enfin visité tous les services de cette structure en se rassurant aussi des conditions de stockage des produits pharmaceutiques. Ces nouveaux dépôts de vente en gros des médicaments et autres s'ajoutent sur une trentaine que Chalina compte en RDC. Lubumbashi, capitale du cuivre, a arbitré pendant 2 jours un atelier de validation du projet de stratégie nationale de la RDC sur les minerais et métaux critiques. La société civile, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les députés nationaux, dont l'élu naturel de Lubudi, Dominique Munongo Inamizi, ont participé et salué à juste titre la qualité de cet atelier organisé par le ministère des Mines en collaboration avec Sarrois.
Clôture à Lubumbashi de l'atelier des validations du projet de stratégie nationale de la RDC sur les minéraux et métaux critiques. Au terme de ces 2 jours d'échanges intenses et constructifs, permettez-moi au nom de Southern Africa Resource Watch et en ma qualité personnelle d'exprimer notre profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué au succès de cet atelier de validation du projet. Pendant 2 jours, les parties prenantes, la société civile, le partenaire technique, financier, les députés nationaux, les universités ont émis des réflexions profondes qui vont conduire le ministère de Mines d'avoir un document stratégique visant à promouvoir une industrialisation équitable fondée sur les ressources naturelles, la diversification économique, la création d'emplois et le développement durable. Ayant pris part active à ces travaux, la députée nationale Dominique Munongwe-Namizi a salué à juste titre la qualité de cet atelier. Nous avions été suffisamment informés. Il y a eu beaucoup de recommandations, beaucoup de propositions. Donc je crois que nous sommes arrivés à une stratégie qui sera bien peaufinée et proposée au gouvernement. Je crois que c'était une très très bonne séance de travail. La RDC occupe une position stratégique dans la chaîne mondiale et dispose d'un potentiel considérable en matière d'énergie propre, les positionnant ainsi comme un futur pôle de fabrication de technologies vertes. Cet atelier de 2 jours a été organisé par Sarrois en collaboration avec le ministère de Mines. Et puis le FSPEEJ ainsi que Equity BCDC ont signé un protocole d'accord pour faciliter l'accès au financement des très petites entreprises portées par les jeunes à travers le pays. Ce partenariat prévoit également un accompagnement technique axé sur l'inclusion et l'éducation financière des TPE et PME en RDC, sans oublier le redémarrage du programme sur l'employabilité des jeunes. À l'occasion de cette journée consacrée à la signature d'un protocole d'accord pouvant accompagner financièrement les très petites entreprises portées par les jeunes à travers la RDC, Joseph Mbouimou Kendi, directeur général du FSPEJ, et Hugues Effolé, directeur général adjoint d'Equity BCDC, ont d'abord scellé leur partenariat par la signature du MOU. En unissant nos forces, le FSPEJ et Equity BCDC, on démontre que le partenariat public-privé est la clé pour bâtir un écosystème entrepreneurial solide. Ce protocole ouvre la voie à des opportunités concrètes. La relance de programmes sur l'employabilité des jeunes, l'accompagnement technique des jeunes et leurs projets, mais aussi l'accès au financement. Des microcrédits pour les jeunes entrepreneurs seront désormais possibles après la signature du protocole d'accord avec Equity BCDC. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discours, mais il n'y a pas d'actions concrètes qui sont mises en pied. Et nous voulons changer cette donne à partir de cet accord que nous allons signer. À quoi allez-vous attendre? Le premier angle, c'est d'abord comment faciliter l'accès au crédit aux jeunes. Présente, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique a déclaré que la signature de ces protocoles d'accord entre le FSPEJ et Equity BCDC incarne la volonté soutenue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour mettre à la disposition des jeunes des moyens concrets afin de créer des entreprises et transformer leurs idées en projets viables et durables. La signature de ce protocole d'accord entre le Fonds spécial de promotion pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes FSPEJ en sigle et la banque Equity n'est pas un simple acte administratif. Elle incarne la volonté soutenue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Cette cérémonie, organisée par le FSPEJ, marque une étape importante dans la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes en RDC, en leur offrant non seulement des opportunités de financement, mais aussi un accompagnement technique pour garantir la pérennité de leurs projets. L'actualité au Venezuela à présent, une délégation américaine est à Caracas pour rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays, tandis que Donald Trump pousse les compagnies pétrolières américaines à faire leur retour au Venezuela. De leur côté, les nouveaux dirigeants vénézuéliens continuent d'affirmer qu'ils ne sont pas sous la tutelle de Washington.
Les relations diplomatiques entre les deux pays avaient été rompues en 2019. Après la capture de Nicolás Maduro, les États-Unis s'étaient dit prêts à les renouer et avaient envoyé une délégation de diplomates à Caracas. En effet, la reconnaissance par Donald Trump de Juan Guaidó comme président du Venezuela avait poussé Nicolás Maduro à rompre les liens diplomatiques avec les États-Unis, accusant Washington d'interventionnisme. À Washington, Donald Trump poursuit son projet d'exploiter les pétroles vénézuéliens. Il a rencontré vendredi les dirigeants de certaines des plus grandes compagnies pétrolières du monde afin de les inciter à investir au Venezuela. Selon Donald Trump, il faudrait au moins 100 milliards de dollars pour accroître considérablement la production du pays. Pour illustrer cette volonté d'accaparement des ressources vénézuéliennes, Donald Trump a averti les dirigeants que tout se ferait sous l'égide des États-Unis, Caracas n'ayant pas son mot à dire. Si en RDC, Donald Trump a propulsé un deal des mines contre sécurité, au Venezuela, il s'agirait plutôt d'un échange pétrole contre sécurité et développement sans accord préalable. Le Venezuela dispose des plus grandes réserves prouvées de pétrole brut au monde, avec plus de 300 milliards de barils, selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, devant l'Arabie Saoudite, 267 milliards et l'Iran. Toutefois, sa production reste modeste, plafonnée à 1 million de barils par jour. Des décennies de sous-investissement et les sanctions américaines imposées depuis les premiers mandats de Donald Trump ont contraint les pays à écouler son pétrole à bas prix via des flottes dites fantômes. Aujourd'hui, la remise à niveau des installations nécessite des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Par ailleurs, le brut vénézuélien est plus visqueux que celui extrait aux États-Unis, rendant son raffinage plus complexe, plus coûteux et plus polluant. Place au rappel des titres de ce journal à présent. Le gouvernement a dépêché au Burundi une délégation composée de ministres essentiellement pour assister les réfugiés congolais ayant fui l'avancée de la FCM 23. C'est plus de 100 000 ou près de 200 000 qui se trouvent à présent au Burundi d'après le HCR en attente d'une assistance humanitaire et sanitaire. Et puis en politique, Kinshasa insiste, un dialogue politique est à l'agenda, mais il aura lieu dans la capitale congolaise. L'Angola jouera le rôle de facilitateur. Quels en sont les enjeux? Vous avez suivi notre analyse dans ce journal. Et l'actualité au Venezuela, une délégation américaine s'est rendue à Caracas dans le but de rétablir les liens diplomatiques entre les deux pays, alors qu'aux États-Unis, Donald Trump tente de convaincre certaines des plus grandes compagnies pétrolières du monde à investir au Venezuela. C'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, pour votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRC en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur le loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de décembre trimestriel pour le 4e trimestre 2025 et semestriel pour le 2e semestre de 2025 et annuel pour l'an 2025 est fixée au plus tard lundi 12 janvier 2026. À cet effet, les contribuables, personnes morales relevant de la direction des impôts et des personnes physiques relevant des directions de recettes de Gombe, Limete, Ngaliema-Nord, Kinshasa et Barombo doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail e-degerca.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye 2 fois.